Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Suite à l'abolition des agences régionales en 2015, il y eut l'apparition des CIS, des CIUS, etc. Nommez-en tant que vous pouvez en nommer. Il y en a beaucoup. Quel est le rôle du conseil d'administration de ces organismes-là? Ils sont importants, c'est sûr, mais c'est quoi le rôle exactement? Alors, pour nous en parler, je reçois le président du conseil d'administration du CIS Abitibi-Témiscamingue, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Morin. Ça fait plaisir. Dans mon intro, je disais que ça me coûte de le dire, mais c'est quand même vrai. En 2015, est-ce qu'on a démoli le système de santé en 2015? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ou à tout le moins, est-ce que vous pensez que depuis 2015, on a énormément de difficultés parce que là, on a regroupé tous les services ou à peu près à la même place, quand je parle d'administration surtout. Il me semble qu'avant 2015, ça allait bien. Chaque entité avait son pouvoir décisionnel. CHSLD, on l'a vu, c'est quoi? Durant cette pandémie qui n'en finit plus, soit dit en passant, on n'avait personne ou à peu près pour diriger chaque CLSC, chaque CHSLD, etc. Bon. Je ne vais pas rentrer en détail dans ça. Mais êtes-vous d'accord pour dire que depuis 2015, les choses ont changé, mais pas en mieux? Bien, si vous me permettez, M. Lacasse, je ne suis pas d'accord avec votre affirmation. Allez-y. Pour être à l'intérieur, vous avez le droit. Pour être à l'intérieur de l'organisation, effectivement, il y avait des enjeux. On se souvient du modèle régional. Chaque MRC avait sa gouvernance. Mais quand les CIS et CIUS ont été créés, même avec le changement de gouvernement, ils ont maintenu la structure. Et ça a eu des avantages. C'est sûr qu'ils l'ont maintenu. Comment que ça coûterait et combien de temps que ça prendrait pour défaire ça et refaire ça? Mais il y a des avantages, ne serait-ce qu'au niveau administratif. Vous savez, le conseil d'administration, il a été créé par le gouvernement suite à cette loi-là. C'est pour s'assurer, notre mandat premier, c'est de s'assurer que la population reçoive les soins auxquels elle est en droit de s'attendre comparativement à ceux du Québec avec les capacités qu'on a. Et également de s'assurer que les argents qui nous sont donnés puissent servir à donner ces soins-là et à développer davantage de soins. Juste pour vous donner une idée, il y avait 5 comptabilités différentes quand ça a été créé, les CCIUS. Il a fallu ramener ça à une seule comptabilité. Oui, mais il y en a trop. C'est trop gros pour un. Une seule direction et pour ce faire, notre conseil d'administration, sur recommandation de notre PDG, Mme Caroline Roy, nous a recommandé, puis c'était une demande des MRC, d'avoir un répondant par MRC. Ce qui a été fait aujourd'hui, on a un répondant par MRC auquel les gens peuvent se référer pour poser des questions parce que la PDG ne peut pas être partout en même temps. Donc, elle s'est donné des directions autour de elle pour bien l'entourer et être capable de répondre. Mais le conseil d'administration, nous, on est allé un peu plus loin que ça. Il y a des comités de par la loi, comme vous avez sûrement pu le lire en prenant connaissance de la loi, qui sont obligatoires par la loi. Je pense au comité de gouvernance et d'éthique, au comité de vérification, au comité de révision des plaintes médicales. Alors, le Conseil s'est donné ces outils-là pour... On était un peu, comment dirais-je, le chien de garde du gouvernement pour s'assurer que nos gestionnaires en Abitibi-Témiscamingue offre les meilleurs soins et développe les meilleurs soins à notre population. Et on a également ajouté, la loi prévoit que les conseils d'administration peuvent se doter d'un comité consultatif régional. Mais nous, on en a mis 5, un par MRC, pour justement être les oreilles du conseil d'administration, avoir de l'information qui nous provient de partout. Je comprends, M. Morin, je comprends ça. Mais quand vous avez dit en début d'émission que vous n'étiez pas d'accord avec moi, et vous avez le droit. On est libre ici de nous exprimer poliment tout le temps, et c'est ce que vous faites. Mais moi aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. Entre autres, quand vous avez dit, il y a quelques instants, que les services sont beaucoup mieux. Vous avez pris 5 services et vous en avez fait un. Oh, je m'excuse, mais seulement que là, par exemple, c'est
archi pire, selon ce qu'on peut voir. Il y a des papiers qui se ramassent à gauche, à droite. Tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, trop, parce que... Mais il y a des papiers qu'on se demande pourquoi ils sont rendus à telle place au lieu... Il me semble, peut-être que je suis dans l'erreur, mais il me semble qu'avant ça, on emportait un papier à l'hôpital, il restait là. Maintenant, il faut qu'ils se promènent, soit... Il y en a qui se ramassent à Val-d'Or. Je m'excuse, là, mais il y a des personnes qui attendent des rendez-vous et le papier est à Val-d'Or. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, là, parce que c'est tellement gros. Mais sauf que vous êtes vraiment sérieux quand vous dites que les 5 services qui étaient existants, regroupés en un service, c'est beaucoup mieux. J'ai un peu de misère avec ça. Bien, je peux vous comprendre vu de l'extérieur, mais vous donner un exemple assez... le fait de ne pas s'ostiner entre MRC pour des projets, ne serait-ce que le TEPSCAN à Val-d'Or, on n'avait pas cet outil-là pour donner des services à notre population. En étant un seul CIUS, on a évité toutes les chicanes de clochers et maintenant, on a ce service-là à Val-d'Or. L'IRM fixe qui est en construction à Amos, on a fait un consensus régional et elle va être disponible pour notre population, ces services-là, on sait que notre centre de traumato est situé à Amos. Donc, l'IRM, quand elle n'était pas fixe, premièrement, il y a une panoplie de services qu'elle ne pouvait pas donner, comme les femmes enceintes, les personnes obèses, les enfants qu'il faut endormir. Le fait que la machine était à différents endroits, bien, tu avais un accident, tu arrivais au centre de traumato, mais tu n'étais pas là ce soir-là, tu étais à Val-d'Or, tu étais à La Sarre, tu étais ailleurs. On a ensemble, en étant un seul CIUS, réussi à se doter de ces infrastructures-là qui vont être disponibles pour la population cet été. Puis, dernier gros projet qui va sûrement vous interpeller au niveau du cancer. Notre centre de cancérologie régionale est à se construire, est pratiquement terminé la construction à Rwanda. Oui, ça va aller à l'automne prochain. Absolument. Et on va être capable de donner des soins auxquels notre population n'aura plus à se déplacer dans les grands centres, excepté des cas exceptionnels, soit Gatineau ou Montréal. On va donner ce service-là à notre population qui aurait probablement été difficile à mettre en place si on n'avait pas été un CIUS. C'est ce que je peux vous apporter comme argument là, contraire à ce que vous... C'est sûr que tout ça mis en place, oui, mais c'est que ça va prendre des gros efforts, puis ça va prendre des gros papiers aussi, parce que si on prend l'agrandissement du centre hospitalier de Macamic qui traîne depuis 20 ans, je ne sais pas où sont les papiers, mais il me semble que c'est silence radio complet, là. Écoutez, ça, c'est quand vous parlez de nos Mais je ne veux pas que vous alliez en détail là-dedans, parce que le but n'est pas ça. Là. Juste un petit mot. Nos projets de mobilisation, on a justement, le conseil d'administration s'est doté d'un comité de suivi pour s'assurer que nos projets avancent tel que prévu. Tel que prévu, il y a eu certainement des retards en raison de la COVID. C'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Mais par ailleurs, nos projets vont dans le sens qu'on s'attend comme conseil d'administration. Il n'y a pas d'embûche majeure. Il y a des retards, il y a des projets qui sont beaucoup plus gros que d'autres. C'est normal que ça prenne du temps. C'est une machine gouvernementale. Mais à date, le conseil est satisfait de la façon que de nos projets avancent dans la région. C'est sûr que notre population souhaiterait que ça y aille plus vite. C'est pas normal que ça prenne 20 ans, par exemple. On pourrait embarquer là-dedans. Là, parce que je vous l'accorde si vous faites allusion, c'est HSLD de Macamic. Mais comme conseil d'administration, il faut toujours se rappeler qu'on regarde l'ensemble de nos projets en Abitibi-Témiscamingue. Quand vous parlez au président du conseil, oui, je comprends. L'ensemble des projets. Et c'est un exemple qui était long, je vous l'accorde, mais qui est bien installé sur les rails puis qui avance. Le projet de Macamic? Le projet de Macamic, oui. C'est pas ce qu'on m'a dit, mais de toute façon, vous êtes probablement sûrement mieux placé que moi, malgré que j'ai des petits espions, par exemple, qui me donnent à peu près l'heure, je dirais très juste, puis on peut dire que c'est silence radio. J'espère me tromper, mais de toute façon... Mais vous aurez sûrement, à un moment donné, l'occasion de jaser avec notre PDG en lien avec les différents projets. Il pourra vous faire la mise à niveau, la mise à jour où en est exactement chaque projet. On peut l'annoncer immédiatement. Madame Roy, présidente, directrice générale du CIUS Abitibi-Témiscamingue, devrait être avec nous dans l'émission On s'en parle, par exemple, au tout début du mois de mars. Alors, c'est sûr que ce seront des questions que nous allons poser. Et puis, je sais que Madame Roy elle a la parole facile et elle va donner l'heure juste, j'en suis persuadé. Parce que les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Et c'est tout à fait normal. Puis Mme Roy est en mesure de vous donner la mise à jour au moment de l'entrevue. Voilà, exactement. Mon Dieu, que le temps passe vite. On en a parlé un peu, M. Morin, mais c'est que j'aimerais revenir sur le rôle du
et les responsabilités du conseil d'administration, on va prendre le 6 Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'il y a des représentants, premièrement, de chaque MRC? Le conseil d'administration est doté de 15 membres au moment où on se parle, et on peut aller jusqu'à 16. Mais la représentativité régionale, c'est effectivement ce quoi le conseil s'attarde, regarde beaucoup. Autant le nombre d'hommes-femmes au conseil qui est équilibré. Actuellement, en Abitibi-Ouest, il y a moi qui représente l'Abitibi-Ouest et on a une nouvelle personne qui va se joindre à nous dans les 2 prochains mois, qui a été sélectionnée par son groupe, parce que vous savez, on a quand même, mis à part les 9 membres indépendants qui sont, suite à un concours provincial par le gouvernement, lancé à travers la région pour combler les postes. Vous savez que chaque poste, chaque membre doit avoir une expertise particulière. Puis j'en ai dressé une petite liste, juste pour vous donner une idée. Oui, justement, c'est une liste que vous m'avez envoyée. Absolument. Alors, ça veut dire que sur le conseil d'administration, la liste que vous m'avez envoyée ici, ce sont des personnes qui ont une expertise dans à peu près tous les domaines. Et c'est important, parce qu'exemple, on a 2 médecins qui siègent au conseil d'administration. Bien, leur rôle, c'est d'expliquer ou de préciser au conseil, lorsque le conseil a une décision en cette matière à prendre, d'éclairer le mieux possible les membres du conseil. On a une expertise dans les organismes communautaires, une expertise en réadaptation, en ressources immobilières, ressources humaines, en santé mentale, juste me nommer que ceux-là, compétences, gestion de finances, comptabilité, en jeunesse, en gouvernance éthique, performance de la qualité. Et on a également un membre désigné des fondations. Okay. Donc, on a une équipe autour de la table qui fait en sorte que peu importe la question qui est adressée au conseil, on est en mesure d'être capable d'y répondre le plus correctement possible. Alors, si je vous suis bien, il y a des membres en expertise santé mentale, expertise en protection jeunesse. Ça, ce sont des membres qui viennent de différentes municipalité, je présume, c'est ça? Absolument, okay. Absolument. Mais quand on arrive avec des membres désignés par le Conseil des infirmières pour membres représentants le secteur de l'enseignement, membres désignés par le comité des usagers, ça, c'est pris à quelle place? C'est les regroupements. Mettons, les infirmières vont nous proposer une personne qui fait partie du conseil. Cette personne-là, une fois qu'elle est nommée par ses pairs, autant les médecins, on a un médecin généraliste qui siège au conseil. Une fois qu'il est choisi par ses pairs, il n'est pas le représentant de ses pairs au conseil. Il devient un membre à part entière autour de la table du conseil et il œuvre de son propre chef. Il n'a pas rapport à faire à son groupe. Ça, c'est important de faire cette nuance-là parce qu'on a souvent des nouveaux membres qui arrivent et ils pensent qu'ils représentent leur organisme, sont délégués par leur groupe. Exemple, l'enseignement. Okay. L'enseignement, une année, c'était la commission scolaire pour 2 ans. Actuellement, c'est une représentante d'université qui siège au conseil. La prochaine fois, ça pourrait être quelqu'un du cégep. Mais le conseil prend acte des délégations, à moins qu'il y ait un empêchement extraordinaire. C'est d'office qui siège au conseil. Le seul enjeu que je trouve actuellement important, c'est la nomination des membres indépendants. Comme le gouvernement est pris avec la COVID, c'est difficile de pourvoir à nos membres. Vous savez que c'est tous des membres qui sont bénévoles au conseil. Oui, exactement. Et on a des enjeux parce que la loi nous dit, pour présider tel comité, ça doit être la présidence occupée par un membre du conseil d'administration. Alors, il y en a qui décident de quitter parce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous permettre, les 6 au Québec, d'être capable de choisir nous-mêmes nos membres indépendants par un concours pour tenir compte de notre réalité régionale, de nos besoins de représentativité, tout ça. Et c'est actuellement les communications qu'on a avec le ministère pour faire modifier la loi, pour faire en sorte qu'on puisse être capable de combler ces postes-là pour avoir une meilleure représentativité possible. Ces postes-là ou ces nominations, c'est pour combien de temps? C'est des nominations. Pour l'exemple, le président est choisi parmi les membres indépendants et nommé par le ministre. Choisi par les membres indépendants? Parmi les membres indépendants. Et c'est le ministre qui choisit le président. Mais il y a un choix déjà qui lui est donné? Il y a 9 membres indépendants au conseil d'administration. Le ministre choisit parmi ces 9 membres indépendants. OK.
Par ailleurs, le vice-président est choisi par les membres du conseil d'administration suite à un vote s'il y a plus qu'une candidature. Et ça, c'est tout à fait normal. Et les mandats, c'est des mandats de 2 ans, excepté pour le président, c'est 3 ans. C'est renouvelable pour 2 mandats, quoique on questionne le gouvernement actuellement. Il y a des gens qui veulent continuer, qui puissent avoir l'occasion de continuer parce que c'est pas toujours facile de se trouver des bénévoles pour occuper ces postes-là. Alors, non, c'est une tâche importante. Puis, nous, on est fiers de la réalisation à date des projets de santé que notre population va être capable d'obtenir. Je reviens encore à l'IRM fixe, la résonance magnétique, le centre de cancérologie, la radiothérapie à Rouyn-Noranda, le Témiscamingue-Val-d'Or, sont tous des projets qui sont nés depuis la création du CIS, qui sont en voie d'être déjà comme le TEPS fonctionnel, mais qui sont en voie de le devenir. Et vous savez, notre population, on a un pourcentage important de la population, exemple pour le cancer, qui choisissent de ne pas sortir de l'extérieur de la région. Mais une fois qu'on va être capable de donner ces services-là en région, imaginez-vous comment est-ce qu'on va être fiers d'être capable de soigner notre monde chez nous. C'est important. Ah, oui, c'est sûr que c'est important. Arrêtez de... Déjà, on a passé d'être malade sans être obligé de voyager pour recevoir des soins. Ça, c'est quand même... ah oui. C'est une grosse lacune qui espère... Bien, cette lacune-là va se corriger parce qu'avec le centre de cancérologie qui va ouvrir, nous dit-on, pour l'automne, je crois, environ. On envisage chez l'automne que ça nous serait livré. Là, il y a toujours des pré-tests à faire là, pour s'assurer oui, c'est sûr qu'on n'ouvre pas ça. Mais on met la clé sur la porte, puis le lendemain, on déborde la porte, et puis on rentre, puis c'est... oui. On n'en est pas rendu là encore. Non, mais c'est ça. Une chose que dans les notes que vous m'avez remises, et j'aime ça, nous visons la parité homme-femme au conseil. Absolument. On est à parité, presque. On est 15, 8 hommes, 7 femmes, 8 hommes. Ça dépend toujours ceux qui arrivent, ceux qui quittent. Mais on s'assure d'avoir une belle représentativité, égalité homme-femme autour de la table. Et une dernière question, il reste à peine 30 secondes. Vous êtes combien, lorsque vous avez une réunion, vous êtes combien qui siégez autour de la table? Parce que selon les listes remises, vous êtes plusieurs. 15 personnes. On a en 2 fois le plénier le mercredi et la régulière, à raison de la pandémie, le jeudi, toujours en non présentiel, en Zoom. Mais la population, une semaine à l'avant, dans les citoyens, a l'adresse où ils peuvent se joindre à la rencontre. Oui, exactement. Adresser leurs questions préalables au président du conseil qui il va lire les questions qui vont être répondues. M. Morin, merci, ça fait un plaisir. On en sait beaucoup plus. Il y aurait eu encore beaucoup d'autres questions. On va vous réinviter. Puis aussi, comme je le disais, on va recevoir la présidente directrice générale très bientôt, mais à l'émission, on s'en parle. Merci de m'avoir invité, M. Ça me fait vraiment plaisir. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En poste depuis le début de l'année 2021, il me fait grand plaisir de recevoir la nouvelle directrice générale de la ville de Macamic, Mme Évelyne Bruneau. Madame Bruneau, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Bon, vous êtes nouvellement nommée directrice générale à la ville de Macamic. Moi, juste pour faire une petite rétrospective, qu'est-ce que vous faisiez avant? Quel emploi vous aviez avant? Dans les dernières années, j'ai occupé des postes de direction, soit la directrice des finances dans une compagnie de construction. Okay. J'ai eu mes enfants aussi. Dans la dernière année, j'étais vraiment ici, située à La Sarre, là, chez Avantage Chrysler. C'est là que vous étiez... vous avez été là combien de temps? Chez Avantage, j'ai été là 1 an environ. Là. OK. Moi, si je vous demandais, qu'est-ce qui vous a incité à postuler au poste de directrice générale de la ville de Macamic. Est-ce que la ville vous a approché ou si suite à l'apparition du poste, vous avez décidé de postuler sur ce poste-là? En fait, j'ai vu à chaque fois qu'il a été affiché. C'est pas la première fois qu'il a été affiché, c'était la 3e fois. C'est ça. Je l'ai regardé à chaque fois, puis je me posais des questions, mais en même temps, j'allais jamais au fond du sujet à savoir qu'est-ce que c'était vraiment. Puis, c'est vraiment la prolongation de l'affichage qui m'a mis en doute en me disant, peut-être que ça serait temps que tu penches à savoir qu'est-ce que c'était.
Puis c'est là que je me suis décidée en disant, bien, je pense que c'est temps que je cherche un peu plus c'est quoi les responsabilités, c'est quoi le poste. Puis dans les dernières années, j'ai eu beaucoup avec le comité de la natalité à la SAR. Je me suis investie, j'étais dans le fond la présidente. Puis c'est venu me chercher le sentiment d'appartenance pour l'Abitibi-Ouest. Le fait de donner, de pouvoir faire du changement. Fait que c'est venu me chercher. Fait que je me suis dit, c'est un poste qui permet de motiver les gens, d'amener un petit renouveau, quelque chose. Fait que c'est là ma source de motivation. Fait après la troisième parution, à la troisième parution, c'est là que vous avez dit, bien là, je vais regarder là, comme il faut, c'est quoi, parce que les deux autres fois, vous n'aviez pas été en profondeur dedans. Est-ce que c'est un peu comme ça? Oui, c'est un peu ça. J'avais d'autres responsabilités, j'avais déjà un autre travail, j'étais motivée, j'aimais ça. Fait que pour moi, j'avais pas de questions à me poser. Okay. Puis la natalité est venue chercher en moi quelque chose de différent, une requête, si on fait une quête dans mon travail que je ne retrouverais pas nécessairement dans la dernière année. Fait que ce poste-là, quand je l'ai vu, c'est un signe pour moi que, bon, ben là, Evelyne, c'est le temps, là. Applique, là. Moi, si je vous demandais vos priorités, parce que c'est sûr et certain que lorsqu'on s'en vient dans un poste, c'est quand même un poste qui est quand même, je dis, important, oui, mais c'est un poste de direction, puis vous êtes appelé à diriger la ville, il ne faut pas s'en cacher. Vous n'êtes pas assis en arrière d'un bureau juste à regarder des chiffres. Là. Vous avez un poste de direction et vous dirigez. Quelles sont vos grandes priorités? C'est sûr que ça fait pas longtemps que je suis en poste. Je suis là depuis janvier, mais comme je suis citoyenne ici aussi, donc je vois les priorités, je vois les dossiers qui sont traités. Fait que c'est sûr que je suis encore à apprendre un peu quels sont nos dossiers qui sont en place. Mais je dirais les priorités, c'est sûr que les travaux publics, c'est le cœur d'une ville. On a besoin des travaux publics. On rit souvent à la fois en disant, ben c'est déneigé, je peux flusher, j'ai de l'eau, tout va bien, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que pour moi, c'est sûr que ça fait partie des priorités. Dans mes grandes priorités. C'est certain qu'il y en a beaucoup d'autres. Une ville, on le sait, a beaucoup de chapeaux. Le niveau des loisirs, le niveau des communautaires aussi, c'est des choses qui sont autant importantes. Donc, c'est sûr que je vais revenir avec un petit plan de match ou avec mes recommandations, dans le fond, à la mairesse puis aux conseillers là, sur ma vision de ça. Là. Est-ce que vous allez être une personne accessible? Et là, j'entends par accessible... des fois, on est porté à dire, bien là, moi, j'aimerais ça rencontrer la directrice générale pour un sujet donné. Est-ce qu'il va falloir absolument qu'on prenne rendez-vous, puis, tu sais, est-ce que vous allez être accessible à la population dans le sens que moi, j'arrive à l'hôtel de ville, vous êtes disponible, je vais vous voir, naturellement, on passe par la secrétaire, là, mais est-ce que vous allez être disponible pour la population à savoir, j'ai un problème, je vais à la ville, puis je demande un rendez-vous ou je demande à rencontrer Mme Bruno, puis Mme Bruno, bien, elle est dans son bureau et elle est disponible. Est-ce que je vais pouvoir aller voir? C'est ça, moi, que je veux savoir. En fait, c'est une bonne question, mais pour moi, c'est une priorité. Tu sais, à la ville, nos clients, c'est nos citoyens. Donc, il faut s'occuper de nos citoyens, il faut répondre à nos citoyens puis leur faire un retour. Fait que aussi, dans mes priorités, la communication fait partie des éléments importants. Je pense que c'est autant important pour le citoyen de savoir qu'il y a un avis d'ébullition, mais de le savoir d'avance, de savoir qu'il y a des travaux, de savoir qu'il y a des activités de prévues. On ne se cachera pas qu'en temps de pandémie, c'est un petit peu plus compliqué de venir nous rencontrer. C'est sûr, oui. Mais sinon, non, je vais être 100% disponible, puis ça va me faire plaisir de parler avec les gens puis de connaître, parce que je suis quelqu'un d'ici, donc à quelque part, on se connaît, on s'est croisés à un moment donné. Parce que vous êtes native d'Amacamique, c'est ça? Exact. Est-ce qu'actuellement, vous demeurez à Amacamique? Oui, okay. En fait, pendant mes études, j'ai quitté, mais je suis revenue, ça fait, là, le temps passe vite, là, j'ai pas le décompte, mais ça doit faire un bon 8 ans que je reste à Amacamique. Okay. Mais j'ai plus travaillé à Rouyn, donc j'étais un petit peu moins impliquée ici. Mais, tu sais, je suis utilisatrice, comme tout le monde, des infrastructures de l'aréna, fait que oui. Êtes-vous une bonne communicatrice? Parce que ça, là, dans un rôle là, de DG, c'est essentiel, il faut le dire, parce que vous avez toute une équipe avec vous. Alors, la communication devient prioritaire à ce moment-là.
Je voudrais pas me lancer des fleurs. Je pense que Non, je suis quelqu'un on va vous en lancer une Ouais, chose. ben, ou les pots, on verra plus Non, tard. habituellement, non. Mais non, je pense que je suis quelqu'un qui va droit au but. Quand j'ai quelque chose à dire, je passe pas par 20 chemins, mais je pense qu'il y a façon de dire ça avec tact et politesse. Oui. Je pense que c'est important de dire les bonnes choses, de dire les vraies choses aussi, parce que si on veut du changement ou on veut que les gens s'améliorent, que je prends mes directeurs, que je prends les employés, je pense que si on leur donne pas un feedback, bien, comment qu'on peut espérer qu'ils changent? Peut-être une question un peu difficile, je me risque à vous la poser. Il y a eu plusieurs changements à la ville depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de départs, d'arrivées, de départs. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Puis, quelle serait votre priorité pour éviter que ça arrive? Je pense que dans les dernières années, effectivement, qu'il y a eu des changements. Il faut se rappeler qu'avant, la direction était en place depuis de nombreuses années. Donc, c'est sûr que pour les prédécesseurs, ça n'a pas été nécessairement facile de prendre leur place parce qu'on dit les gens sont bien dans leur façon de faire, dans leur pantoufle. Mais moi, je travaille beaucoup en équipe. J'aime amener les gens vers le changement, j'aime embarquer les gens, j'aime les consulter. Pour moi, là, c'est facile de prendre le téléphone puis de connaître pourquoi qu'on faisait quelque chose d'une certaine façon. Je pense que c'est la meilleure façon, c'est de comprendre. On n'est pas obligé de reproduire les mêmes erreurs. Fait que, oui, je pense que c'est de s'asseoir avec les gens puis d'établir une relation de confiance. Vous êtes dans un poste de défi. Est-ce que vous êtes une fille de défi? Totalement. Totalement. J'ai beaucoup de difficultés à rester en place. Je me prends dans ma carrière ou avec mes jeunes enfants. J'ai tout le temps été quelqu'un qui est au devant. Quand c'est trop tranquille, là, je commence déjà à m'ennuyer. J'ai envie de lancer autre chose. Je pense que ça va être mon défi à la ville, c'est de ne pas trop commencer de choses, terminer les choses. Fait que non, je pense que pour moi, c'est ma place. Comme moi, je peux vous soumettre un dossier, même en ondes comme ça, je peux vous le soumettre parce qu'on en avait parlé déjà. En tout cas, il y aura certainement, ça va venir sur votre bureau, les espaces verts au rang 2 de Macamic où on va porter nos feuilles, etc. Ça, c'est un... Les gens n'ont vraiment pas apprécié qu'il y ait un cadenas avec des codes dessus. On arrivait le samedi, le code avait changé, on ne peut pas jouer de personne à la ville. C'était un problème. Alors, on avait sensibilisé un peu l'ex-directrice générale qui était supposée remettre le fameux cadenas. Je vous soumets tout simplement ce dossier-là parce que je vais aller vous voir un jour pour ça. Ça me fera plaisir. On s'assera puis on pourra en parler ensemble. Puis l'idée, c'est de trouver une solution. Ben oui, puis... la solution est très simple, c'est de revenir à l'ancienne méthode. Actuellement, au moment où l'on se parle, est-ce que vous êtes comme directrice générale à l'essai ou bien non, si vous êtes déjà engagée permanente? Non, j'ai ma période de probation comme toutes gens qui sont engagés à la ville. Là. OK. 6 mois, 1 an? Si je ne me trompe pas, c'est 2 périodes de 6 mois. OK, c'est beau. Madame Bruno, très intéressant. Merci infiniment. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible à la ville de Macamic comme directrice générale. Et puis, je suis certain que la population va être de votre côté. On va vous appuyer, j'en suis certain. Puis, on va vous réinviter. Ça a été très agréable de vous recevoir. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.